En tout cas, bonjour à tous et à toutes. Et puis, merci beaucoup d'être venus à cette en tout cas, conférence du laboratoire d'ingénierie financière pour cette année 2023-2024. On aura principalement en tout cas, deux experts du monde de la pratique qui vont venir échanger avec nous sur vraiment, en tout cas, tout ce qui concerne la modélisation et puis la gestion du risque dans les institutions financières. Donc, on aura en fait là comment appliquer les modèles de survie à la modélisation du risque et puis le risque, une introduction au risque du taux d'intérêt dans le portefeuille bancaire. Mais avant d'introduire en fait dans nos conférenciers, je vais juste en fait là prendre une minute pour parler un peu en fait du laboratoire des génie financiers, qu'est-ce que nous essayons de faire. Donc, en tout cas, en tant que laboratoire, nous essayons de créer en fait là ce lien-là privilégié entre le milieu académique et puis le milieu en tout cas des affaires, donc le milieu de la pratique. Et ça pour le bénéfice vraiment de nos étudiants, des étudiants en fait là de l'Université Laval et puis aussi d'autres étudiants qui se connaissent pour suivre. Donc, entre autres à travers la recherche, mais beaucoup à travers aussi des activités comme on fait des activités de formation que nous organisons très régulièrement pour ceux qui sont familiers avec nos différentes activités à ce niveau-là. Donc, nous avons sur plus des sujets émergents qui ne sont pas nécessairement couverts dans les différents cours, en fait, là, des étudiants que les étudiants suivent. Donc, ça leur permet d'avoir un plus et aussi, en fait, là, d'avoir une introduction et même aussi l'accès, en tout cas, à des sources pour pouvoir commencer même à explorer, en fait, ces domaines émergents. Comme hier, par exemple, on a eu quelque chose sur, par exemple, le machine learning qui va se passer sur 3 semaines, donc la semaine prochaine, la semaine d'après. On a des éléments sur les fintech et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc, pour ceux qui suivent, en fait, là où bien vous pouvez aller sur le site du Labifum ou sur le site même de la faculté pour voir les différents événements à venir au niveau, en fait, là, de ces formations. Et à côté de cela aussi, nous avons en fait là chaque année, on essaie d'organiser une conférence, en tout cas qui est une conférence phare, qui implique en fait là des professionnels du monde de la pratique. Vous venez partager avec nous en fait là leurs expériences, sur quoi ils travaillent, et puis aussi très souvent aussi ça va être sur des sujets aussi émergents aussi et qui permettent aussi d'avoir cette interaction avec le public pour un partage d'expériences. Et c'est dans ce cadre-là de cette conférence du Labiful aujourd'hui que nous avons en fait là, j'ai en tout cas la chance je vais modérer en fait cette conférence avec trois spécialistes en fait là de ce domaine de la gestion des risques qui sont Josiane et puis Nicolas, Josiane et Nicolas. Avant de présenter en fait là, la façon dont on va procéder, on va commencer d'abord par Josiane qui va faire d'abord sa présentation. Après, on pourra prendre quelques minutes de questions-réponses. Et après, on pourra passer à Nicolas aussi. On aura des minutes de questions-réponses. Et après, bon, la discussion sera ouverte en fait de façon générale pour les échanges sur les deux présentations. Mais juste avant d'introduire en fait là, la première présentatrice en fait qui est Josiane. Je vais juste donner quelques éléments, comme on le dirait en bon français, en housekeeping. Là. Nous sommes en mode webinaire, donc ça veut dire en réalité que, en tout cas, vous qui nous suivez, si vous devez prendre la parole ou si vous devez intervenir, mais vous ne pouvez pas juste parler comme ça, il faudrait lever la main et puis on va vous donner la parole en fait là pour pouvoir parler. Donc si jamais vous voulez intervenir, vous avez aussi en fait là juste en dessous de l'écran, de votre écran, vous avez le QR. Donc, les questions et réponses, donc vous pouvez poser aussi là-bas, mettre vos commentaires là-dedans. Soit ce sont des commentaires ou bien même, en fait, là, si vous avez des questions à poser aussi, ou il y a le chat aussi qui est là. Donc, dans le chat aussi, vous pouvez mettre vos différents commentaires aussi. Et puis, en tout cas, les deux, Josiane et Nicolas, ils vont, en tout cas, vont se faire le plaisir, en tout cas, de pouvoir vous répondre, en tout cas, en temps opportun. Ou carrément, si vous voulez juste parler, mais juste lever la main, et puis on va vous donner la parole à un moment donné. Donc, ceci étant dit, en tout cas, ça, c'était des éléments, en fait, là, juste logistiques. Donc, en tout cas, ça me fait plaisir d'introduire d'abord la première et après, je vais introduire Nicolas. Après, en tout cas, Nicolas et Josiane, si vous le permettez, je vais introduire d'abord Josiane, voilà, on va débuter avec Josiane, en fait, sur l'application des modèles de suivi, la modélisation du risque. Mais d'abord, juste pour présenter Josiane, Josiane est spécialiste de la gestion des risques, en fait, et elle dispose d'une expertise qui est confirmée en quantification des risques dans le milieu bancaire. Et ça fait plusieurs années qu'elle exerce vraiment dans le milieu bancaire. Entre autres, elle a débuté en tout cas en France déjà. Son expérience avait débuté en France. Au Canada, ici, elle a été déjà plusieurs années à la Banque nationale. Et présentement, elle agit comme conseillère stratégique pour accompagner la Banque Laurentienne du Canada. Voilà, dans son nouveau plan de transformation stratégique.
Et donc, à titre d'expert, là, donc, elle se charge de coordonner la conception, le développement, la documentation, la validation et l'implantation, et même le suivi, en fait, du performance des modèles d'évaluation du risque dans l'ensemble des portefeuilles, en fait, du crédit de la banque. Donc, vous aurez compris que, en tout cas, c'est son travail de tous les jours, et c'est sur ça vraiment qu'elle va nous entretenir tantôt. Et juste, en fait, aussi, avant de terminer avec ma présentation de Josiane, Josiane, en fait, est titulaire d'un MBA HEC Montréal. Elle est aussi diplômée en économie en fait, de l'Université de Paris, Panthéon-Sorbonne en France, et aussi en statistique et actuariat de l'École nationale de la statistique et de l'administration économique en France, de l'ENSAU en fait, là, en France. Là. Donc, comme je le disais, vous aurez compris en tout cas qu'on a la personne toute désignée pour pouvoir aborder ce type de sujet-là avec nous. Donc, sans plus tarder, Josiane, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de te prêter au jeu avec nous. Hein. C'est ça. Donc, sans plus tarder, je vais te laisser, en tout cas, prendre la parole. Et puis après, on revient pour la suite des choses. Voilà, c'est ça. Ok, vas-y, Josiane, tu peux activer ton micro. Merci beaucoup, Issouf. Merci de me donner cette opportunité. Donc, je vais tout de suite partager mon écran. En fait, aujourd'hui, je veux essayer de vous parler de l'analyse de survie dans un cadre de gestion des risques. L'analyse de survie, c'est un très vaste domaine de la statistique qu'on peut explorer sous divers angles. Aujourd'hui, c'est comme une introduction parce que je voudrais essayer d'en parler de la manière la plus terre à terre possible et sans grosses équations, sans grosses formules là, juste pour jeter les bases. Éventuellement, on envisagera comment dire, d'autres sous-points de ce domaine-là parce que comme je dis, c'est assez vaste, il y a matière à exploration. Donc, euh, donc, la manière dont j'entends aborder ça, c'est dans un premier temps de, de m'attarder sur les notions fondamentales en analyse de survie. Parce que, comme vous l'imaginez, l'analyse de survie est quand même différente des méthodes traditionnelles qu'on connaît jusqu'ici. Et après, je vais faire un parallèle avec la gestion des risques et plus spécialement m'attarder sur les approches d'estimation. Donc, dans la première partie, on parlera des données de survie, on parlera des caractéristiques principales ou bien spécifiques des données de survie. On abordera une notion clé en analyse de survie qui est la censure et qui n'est pas bien gérée par les méthodes traditionnelles que nous connaissons. On parlera aussi des fonctions principales qui décrivent une variable de survie. Et puis, dans l'application à la gestion des risques, après une mise en contexte, on va aborder les différentes approches paramétriques, non paramétriques, semi-paramétriques et paramétriques. Lorsqu'on parle de paramétrique versus non paramétrique, c'est juste dans les cas où on postule une loi a priori sur la distribution de la variable de survie ou non. C'est lorsqu'on peut postuler une hypothèse sur la forme fonctionnelle de la distribution de probabilité du temps de survie. On parle d'approche paramétrique parce qu'on l'approxime par une loi théorique. Et dans les approches non paramétriques, c'est vraiment, on fait les estimations juste sur la base des données empiriques, pas d'hypothèse sous-jacente. Là, on parle de non paramétrique. Et entre deux, à mi-chemin, c'est l'approche paramétrique, l'approche semi-paramétrique, pardon. Donc, euh, en analyse de survie, on fait des modèles, bien entendu, les modèles économétriques, mais contrairement aux méthodes traditionnelles, on s'intéresse non seulement à la survenue ou pas d'un événement, mais on s'intéresse aussi à la dynamique temporelle de cet événement-là. Donc, on s'intéresserait en gestion de risque, par exemple, aux défauts d'un emprunteur, non seulement de son défaut, mais de son temps de survie jusqu'à la survenue du défaut. Donc, entre le moment où il entre dans le portefeuille de la banque et le moment où il tombe en défaut. Quand je dis tomber en défaut, ça veut dire qu'il il n'est pas capable de remplir ses obligations financières. La banque lui a prêté de l'argent et il n'est pas capable de rembourser. Donc, en fait, l'analyse de survie, de façon grossière, là, c'est vraiment le but, c'est de modéliser un temps
un temps écoulé avant qu'un événement ne survienne. Donc, on a le moment où on observe l'individu, le client, et puis le moment où l'événement survient. Donc, la durée de survie, c'est le laps de temps entre les deux. Et comme je disais, en modélisation du risque, ce sera en général le temps de survie avant le défaut. Donc, on veut modéliser le risque de défaut par une approche par suivi plutôt qu'une méthode traditionnelle. On verra après pourquoi c'est plus avantageux d'utiliser l'analyse de survie. Donc, l'analyse de survie a été utilisée pour la première fois dans les années 50 dans le domaine médical, d'où son nom, survie, parce que historiquement, on étudiait le décès ou non des patients. Mais au fil des années, on a pu étendre l'utilisation du modèle à d'autres domaines, l'économie, la finance, les sciences humaines et sociales en général. Donc maintenant, on n'étudie pas juste le décès, on étudie la survenue de toutes sortes d'événements qui peuvent être amélioratifs, comme la guérison d'une maladie, ou péjoratifs, comme la récidive d'une maladie. Donc vraiment, ça s'applique à divers domaines. Et puis, il faut juste bien approcher le phénomène. Donc, comme je disais, aujourd'hui, les domaines d'application sont vraiment variés. Toutes les situations dans lesquelles on veut étudier la dimension temporelle de la survenue des événements peut utiliser l'analyse de survie. Maintenant, en ce qui concerne spécifiquement la gestion des risques, historiquement, on a beaucoup utilisé les variables, les modèles traditionnels. Quand je parle de défaut, on utilise souvent la régression logistique pour modéliser le statut de défaut ou non. Mais cela ne dit rien sur le temps, l'horizon de défaut. Parce que jusqu'à la venue des normes IFRS 9 qui sont nées après tout ce qu'on a connu lors de la crise financière, le régulateur a désormais voulu que les provisions sur perte soient faites à l'avance et sur toute la durée de vie des prêts. Et donc, dans ce cas-là, on aurait besoin d'avoir une probabilité de défaut pour chaque client sur toute la durée de vie de leur prêt et non plus sur un horizon limité de 1 an comme on le faisait jusqu'à ce moment-là. Et c'est là que l'analyse de survie devient intéressante. Et donc, d'où mon entretien avec vous ce matin, c'est vraiment de vous l'introduire par des mots simples dans le cadre de la gestion des risques. Donc, on va commencer par les notions fondamentales. Donc, on va regarder les spécificités des données de survie. On va parler de la censure, la notion de censure, qui est une notion très propre à l'analyse de survie. Et on va passer en revue les fonctions clés qui caractérisent une variable de survie. Donc, vous avez pu déduire de ce que j'ai dit jusqu'à présent, au risque de me répéter là, en analyse de survie, on veut modéliser un temps de survie, la durée écoulée entre la date d'observation et la survenue d'un événement. Donc, quand je parlais d'applications diverses, on peut vouloir étudier la durée de vie des patients atteints d'un cancer. Donc, on les observe entre leur hospitalisation à cause du cancer et leur décès. On peut regarder aussi le temps écoulé avant la récidive d'un toxicomane. C'est-à-dire qu'on l'observe entre le temps où il est disons, en rémission et le moment où il replonge. C'est ça le temps de survie, entre guillemets. On peut également étudier l'âge d'entrée des gens de la jeune génération dans la vie active. C'est-à-dire qu'on regarde l'âge ici, ce serait le temps écoulé entre leur naissance et leur entrée dans la vie active. On peut regarder aussi le temps écoulé avant la défaillance du moteur de véhicule neuf, c'est-à-dire on regarde le temps écoulé entre le moment où le véhicule sort de l'usine et où le moteur commence à montrer des signes de défaillance. On peut, dans le même ordre d'idée, choisir d'étudier, de modéliser la durée d'un mariage, c'est-à-dire que le temps écoulé entre le moment où on se marie, où on contracte le mariage, et puis le divorce.
on peut, dans le cas d'espèce, le cas qui nous concerne principalement, regarder le temps écoulé avant la faillite d'une entreprise. Donc, c'est à peu près ça, ce que j'avais à dire sur les données de survie. Les principales caractéristiques des données de survie. On parle de variables de survie ou variables de durée. Lorsqu'on dit analyse de survie, on parle aussi de modèle de durée. C'est des synonymes. C'est des synonymes. Donc, par définition, après tout ce que je viens de dire, il va sans dire que le temps de survie sera une variable qui sera toujours positive. Le temps ne peut être positif et continu, puisque on regarde de façon continue entre une date de départ et une date où l'événement survient. Donc, ça ne peut être qu'une variable continue et puis positive, puisqu'on parle du temps. Donc, le parallèle avec les distributions de probabilité théoriques qui sont souvent sous-jacentes à nos modèles classiques, comme par exemple la régression linéaire. Dans la régression linéaire, une des hypothèses fondamentales, c'est l'hypothèse de normalité de la variable à étudier. Donc, avec ce que je viens de dire sur le temps de survie, il va sans dire que le temps de survie ne suivra jamais une loi normale. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut un modèle spécifique pour modéliser ce type de phénomène. Il y a une deuxième caractéristique qui est très spécifique aux variables de survie et qui n'est pas gérée par les modèles classiques. C'est la notion de censure. Parce que on est en train d'observer un événement, par exemple le défaut, entre une date de début d'observation ou d'étude et une date de fin. Mais ça se peut que pour certains individus, on n'ait jamais l'information sur leur défaut. Par exemple, si un client sort du portefeuille de la banque avant de faire défaut et qui fait défaut vraiment par après avec une autre institution, on n'aura jamais l'information sur quand est-ce qu'il a fait défaut. Donc, sa durée de vie sera que partiellement observée. De la même façon, si un client fait défaut après, de façon postérieure à la date de fin de notre analyse, ça veut dire qu'au cours de notre analyse, on n'aura pas observé son défaut. Et donc, à ce moment-là, la variable T, la variable de survie est comme tronquée ou censurée. C'est-à-dire que l'information n'est pas totalement connue parce que soit on a perdu de vue l'individu, soit l'événement est survenu après le temps qui nous intéressait. Donc, pour revenir sur la censure, donc comme je disais, la censure n'est pas gérée par les méthodes que nous connaissons tous là. Lorsqu'on fait la régression logistique et qu'on veut modéliser le statut de défaut ou non, il faut que le statut de défaut soit complètement connu. De la même façon, lorsqu'on veut faire une régression linéaire pour modéliser, je ne sais pas moi, la longueur, je sais pas, la longueur la taille d'une personne, par exemple, il faut qu'on soit capable donc qu'on ait l'information complète sur sa taille. Sinon, les hypothèses du modèle ne seront pas valides. Mais dans le cas, par exemple, de la médecine, comme je disais tout à l'heure, si on veut regarder la survie des patients hospitalisés à cause d'une certaine pathologie, par exemple, leur suivi après un AVC, le temps de survie, ce sera le temps écoulé entre l'hospitalisation et puis le décès. Mais si le patient décède après le laps de temps qu'on avait prévu pour faire l'étude, pour faire le suivi, on n'aura pas l'information sur son décès. Si son suivi est interrompu pour des raisons X ou Y, par exemple, s'il sort de l'hôpital, s'il décide d'arrêter son hospitalisation avant la fin de l'étude, on n'aura jamais l'information précise sur sa durée de survie. Et donc, c'est ce genre de choses que l'analyse de survie gère. En gestion des risques, pour faire le parallèle, le défaut, comme je disais tout à l'heure, n'intervient pas obligatoirement pour tous les clients au cours de l'étude. Quand on décide d'observer les défauts des clients, on se définit toujours une date de début et une date de fin de l'analyse. Si l'événement qui nous intéresse, dans ce cas le défaut, survient après la fin de l'étude, on n'aura jamais l'information
sur le défaut du client. De la même façon, si le client quitte le portefeuille de la banque au cours de l'étude, s'il ferme son compte avec la banque, on n'aura pas l'information sur son défaut. C'est dans ces deux cas-là, dans les cas 1 et 2 ici sur le graphique, la variable de suivi est dite censurée. Mais dans le premier cas, le tout premier cas là, on voit bien on observe le client au début, on observe son évolution. À un instant T, il décède ou il fait défaut. Donc, on est capable de bien mesurer sa durée de survie, c'est-à-dire le temps écoulé entre le début de l'étude et puis le moment de son décès. Bon, maintenant, je vais parler des fonctions principales qui caractérisent une variable de survie, sachant, comme je l'ai déjà dit tantôt, que la variable de survie T est une variable continue qui ne peut être que positive. Donc, si on suppose que c'est une variable aléatoire, on a premièrement la fonction de densité qui est un peu comme la probabilité instantanée que l'événement survienne. Quand je dis instantané, c'est le laps de temps delta t. Le fait que delta t tende vers 0, c'est ça qui matérialise le laps de temps. Donc, c'est vraiment la probabilité que son temps de survie soit compris entre le temps t et le temps t plus delta t. Et en gestion des risques, la fonction de densité, c'est un peu comme le taux de défaut dans ce laps de temps-là, c'est-à-dire le nombre de défauts entre T et delta T, et puis divisé par le nombre de clients au début de l'observation qui était, puisqu'on est entre T et delta T. Une autre fonction qui permet de décrire les temps de survie, c'est la fonction de répartition en probabilité. On la connaît sous le nom de fonction de répartition, mais en analyse de survie, pour faire le parallèle, on va parler aussi de fonction de décès, parce que c'est la probabilité de ne pas survivre au-delà d'un certain temps, T. Donc, la probabilité que le temps de survie de l'individu ne dépasse pas un certain temps, T. Donc, il y a une relation entre la fonction de décès et la fonction de densité qui est continue. C'est-à-dire que si on intègre la fonction de densité entre l'origine et puis le temps t, on retrouve la fonction de décès. On peut par exemple utiliser la fonction de décès ou la fonction de répartition pour déterminer en gestion des risques la probabilité de survivre jusqu'à 365 jours. Si l'unité de temps, ce sont les jours. 365 jours, c'est un an. Donc, ça permet d'avoir la probabilité de défaut sur un horizon de 1 an. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que dans le même ordre d'idée, on peut déterminer la probabilité de faire défaut sur un horizon de 2 ans, sur un horizon de 3 ans, etc. Ce qui n'aurait pas été possible avec un modèle classique, un modèle logistique classique dans lequel on modélise la probabilité sur 1 an. Et puis, pour calculer sur divers horizons, on serait obligé de faire des hypothèses très fortes, comme par exemple l'hypothèse d'indépendance de défaut d'une période à l'autre. L'analyse de survie nous permet de résoudre ce problème-là par un chemin vraiment très direct. On a la fonction de survie, qui est le contraire de la fonction de décès, parce que alors que la fonction de décès calcule la probabilité que la survie ne dépasse pas un certain temps t, en fait, la fonction de survie, c'est la probabilité que la survie dépasse le temps t. On a enfin la fonction de risque, qui est une probabilité instantanée encore, c'est-à-dire que c'est la probabilité instantanée que l'événement se produise, de faire par exemple défaut, sachant que le client a survécu jusqu'à l'instant T. Donc, c'est la probabilité que sa survie soit comprise entre T et T plus delta T, sachant qu'il a déjà survécu jusqu'à l'instant T. Donc, en analyse de survie ou en modélisation de survie, l'objectif en général, c'est de soit modéliser le temps de survie, soit de modéliser la fonction de risque en fonction d'un ensemble de variables explicatives. Donc, si le temps de survie est le temps écoulé entre le début jusqu'à la survenue du défaut, par exemple,
le risque, le risque, c'est la probabilité instantanée de faire défaut. Donc, lorsqu'on fera la modélisation, on aura les mêmes facteurs de risque, mais les signes seront contraires. Parce que dans un cas, on veut voir la survie. Dans l'autre cas, on veut voir un peu comme le défaut instantané. Les variables auront des signes contraires. Donc, là, en gestion des risques, la fonction de risque, c'est vraiment le risque de faire défaut, le risque de faire défaut de manière instantanée. Et donc, la fonction de risque est liée, c'est le rapport entre la fonction densité, de façon théorique, là, le rapport entre la fonction densité et puis la fonction de survie. Donc, ça, c'était vraiment pour les notions fondamentales, là, les notions clés qu'il faut appréhender lorsqu'on aborde l'analyse de survie. Maintenant, ben, c'est sûr que tout au long, là, j'ai quand même essayé de faire le parallèle avec la gestion des risques parce que, comme je vous l'ai dit, l'origine du nom, la survie, c'est parce que ça s'appliquait principalement à la médecine. C'est avec le temps, avec le temps qu'on a étendu son application à des domaines comme la gestion des risques. Et puis, jusqu'à l'arrivée de IFRS 9, il n'y avait pas d'intérêt, il n'y avait plus ou moins pas d'intérêt d'appliquer l'analyse de survie à la gestion, au contexte de gestion de risque. C'est quand IFRS 9 est venu avec sa notion de probabilité de défaut sur toute la durée de vie des prêts. C'est-à-dire qu'on ne se limite plus à 1 an. Si le prêt est dans le portefeuille pendant 3 ans, il va falloir convenablement estimer sa probabilité de défaut sur cet horizon de 3 ans-là, sans faire d'hypothèse forte, vraiment de manière directe. C'est d'où est venu l'intérêt de l'application de l'analyse de survie à la gestion des risques. Donc, je vais brosser le contexte avant de parler des diverses approches qu'on peut envisager lorsqu'on analyse du variable de suivi en gestion des risques notamment. Donc, dans un contexte de gestion des risques, on veut en général évaluer l'impact de divers facteurs de risque sur la survie des clients, c'est-à-dire l'impact de ces facteurs-là sur leur temps de suivi avant le défaut. Pour les entreprises, ça peut être des facteurs financiers comme la profitabilité, l'endettement, et même il y a des facteurs qualitatifs comme la qualité du management, la concentration de sa production, la concentration de ses clients, de sa clientèle. Tout ça, c'est des facteurs qui jouent, par exemple, pour les entreprises. Pour les individus comme vous et moi, ça sera, par exemple, sa catégorie socio-professionnelle, son niveau de salaire, et puis ses habitudes, ses retards de paiement, autant de choses. C'est autant de choses qu'on peut mettre dans les facteurs de risque. Donc, lorsqu'on applique l'analyse de survie à la modélisation d'un lien causal entre la durée de survie et puis des facteurs et des risques, on parle de régression de survie. De la même façon qu'on parle de régression linéaire, régression logistique, ça fait aussi du sens de parler de régression de survie. Donc, la question qu'on se pose dans ce cas-là, c'est quels sont les facteurs spécifiques aux clients ou les facteurs systématiques de la macroéconomie qui peuvent influencer le temps de suivi du client et donc son risque de défaut. Parce que le risque, en général, a 2 composantes. Il y a le risque dû aux facteurs spécifiques au client, aux facteurs propres à l'individu. Je parlais tout à l'heure de la catégorie socio-professionnelle, ça c'est spécifique à l'individu. Je parlais du niveau de revenu, ça c'est spécifique à l'individu. Mais il y a aussi des facteurs systématiques dont l'individu, que tout le monde subit de la même façon, comme le produit intérieur brut, les conditions macroéconomiques en général, le taux de chômage, le niveau des taux d'intérêt, puisqu'on est en plein dedans, ce sont des facteurs systématiques qui sont de nature à influencer le risque de défaut d'un client. Donc, l'hypothèse qu'on postule dans ces cas-là, c'est, par exemple, si les conditions macroéconomiques sont favorables, si on est dans un contexte où la production macroéconomique est bonne, le taux de chômage est à des niveaux historiquement bas, ça, c'est la macroéconomie favorable. Et si le client a un profil pas risqué, c'est-à-dire zéro appétit pour le risque, pas de retard de paiement, il a un travail stable, il a une bonne capacité de remboursement, il a un niveau faible d'endettement, alors si toutes ces conditions-là sont réunies, alors la capacité financière du client sera élevée et le pronostic de survie
sera élevée aussi. Par conséquent, sa probabilité de défaut sera susceptible d'être basse. Donc, là, on cherche à établir une relation causale entre le temps de défaut, le temps de survie et puis les facteurs de risque dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, la forme fonctionnelle, justement, dépend de la loi sous-jacente, la loi qu'on postule sur le temps de survie. Par exemple, on a plusieurs types, de lois qui peuvent s'appliquer, comme on va le voir tout à l'heure, mais dans un cadre exponentiel, par exemple, la relation entre le temps de survie et les facteurs de risque sera le logarithme du temps de survie est égal à une combinaison linéaire des facteurs. Ça revient à dire que le temps de survie est une fonction exponentielle de cette combinaison de facteurs-là. Et donc, il va sans dire que si le coefficient, parce que quand je dis combinaison linéaire, c'est que c'est la somme de la combinée d'un coefficient que j'appelle bêta ici, pour chaque variable x, du bêta et du x. Donc, plus le bêta sera élevé, plus le facteur sera susceptible d'influencer la survie du client. Donc, une fois qu'on aura fait cette modélisation-là, la modélisation consiste à estimer les paramètres bêta qui sont inconnus jusqu'ici et qu'on estime en se servant des données. Une fois qu'on aura bien estimé la relation, on sera capable de prédire le temps de survie et donc le risque de défaut pour de nouveaux clients qui arrivent dans le portefeuille. Donc, bien entendu, ce modèle-là va rester en force dans l'institution financière tant qu'elle démontre des bons signes de performance. Lorsque, après un certain nombre d'années, étant donné que le temps a passé, le modèle peut démontrer des faiblesses de performance et donc là, on va le revoir, dépendamment du problème de performance qu'on a. Si c'est des facteurs de risque qui ne s'appliquent plus, on sera obligé de refaire notre modèle. Si c'est les probabilités de défaut, par exemple, estimées, qui ne sont pas au même niveau que ce qu'on observe ex post, on sera obligé de réaligner, de recalibrer, qu'on dit. Donc, pour estimer les paramètres de la forme de l'équation de survie, là, il y a plusieurs approches. Comme je disais, il y a l'approche non paramétrique, il y a l'approche non paramétrique, il y a l'approche paramétrique dans laquelle on a une formulation claire de la forme analytique de la relation ou de la loi de la fonction de la variable de survie. Comme par exemple, dans ce cas, on est dans un modèle exponentiel. Et puis, il y a l'estimation semi-paramétrique qui est un entre-deux. Là, je vais parler, je ne sais pas si c'est... Là, ici, je veux parler de l'approche non paramétrique comme approche qu'on peut utiliser pour étudier le temps de survie. Donc, l'approche non paramétrique permet une exploration rapide et simple de la variable de survie, tout simplement à partir des données, à partir de l'information empirique. Pas besoin de formuler une quelconque hypothèse sur la distribution du temps de survie. Donc, on a historiquement beaucoup utilisé en médecine parce que aucune loi théorique ne permet véritablement de décrire le risque de décès des humains. Donc, cette méthode-ci est beaucoup utilisée en médecine. Et donc, la fonction de survie dans ce cas-là vraiment est estimée de façon empirique en utilisant une formule qui est très populaire, là qu'on appelle formule de Kaplan-Meier. En fait, la fonction de survie, c'est juste le produit des probabilités de survie au cours du temps. Donc, quand vous voyez 1 moins, c'est 1 moins le taux de défaut, ça donne la probabilité de survie. Donc, le numérateur, c'est le nombre de défauts survenus à l'instant T. Et le dénominateur, c'est le nombre de clients qui n'étaient pas en défaut avant la date T. Donc, comme je disais, ça s'applique très bien lorsqu'on veut rapidement explorer la variable, mais ça ne s'appliquerait pas dans un cas de régression multiple, parce qu'il faudrait formuler une forme générale pour la relation entre la variable de survie et puis les variables explicatives.
c'est là que... ah non, là, je parlais de l'approche non paramétrique. Et puis, ça c'est juste une illustration. Donc, vous voyez, à droite, à gauche, ce que ce serait en théorie versus... à gauche, ce qu'on aurait en théorie versus à droite, ce qu'on a de façon empirique avec une approche non paramétrique. Vous voyez la fonction de survie dans le cadre non paramétrique, c'est un peu comme une fonction en escalier. Si je regarde ce jeu de données-ci, on observe des individus à plusieurs périodes TJ de la première colonne. À chaque instant, on a le nombre de clients qui ne sont pas en défaut. On a le nombre de défauts et on a aussi le nombre de clients censurés, c'est-à-dire que ceux qui sortent, pour lesquels l'information est incomplète et pour lesquels on ne peut pas mesurer, le temps de survie. Par exemple, une autre façon d'écrire la fonction de survie que j'ai présentée tout à l'heure, selon la formule de Kaplan-Meier, c'est le produit entre le nombre de survivants aujourd'hui et puis la survie jusqu'à il y a une période. Donc, vous voyez que si on veut rigoureusement regarder cette formule-ci, à l'instant 0, le temps de survie, ce sera 1 moins 0 sur 10, c'est-à-dire 10 sur 10, ce sera 1. C'est ça qui va se matérialiser ici. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, si on applique la formule, à l'instant, en t égale 3, le nombre de clients reste toujours 10 parce qu'on n'a aucun client qui soit tombé en défaut. Et donc, ce sera 1 moins 1 sur 10, etc. Donc, 0,9, 0,7, 0,58, etc. Et c'est comme ça que lorsqu'on veut représenter la fonction de survie avec cette donnée empirique-là, ça donne une fonction en escalier. Donc, c'est très pratique pour l'analyse exploratoire de la variable à modéliser qui est le temps de survie. Après ça, je vais parler de la méthode semi-paramétrique. La méthode semi-paramétrique la plus largement répandue, on l'appelle aussi modèle de Cox parce qu'il a été mis en œuvre par M. Cox dans les années 20. Et puis, dans cette approche-là, elle s'applique à une régression, c'est-à-dire que dans les cas où on veut vraiment modéliser le risque, un risque de décès, un risque de défaut, elle s'applique vraiment. Et puis, selon le modèle de Cox, la fonction de risque est le produit de deux composantes. Une composante qui dépend du temps, qu'on appelle risque de base, et une autre composante qui dépend des variables explicatives et qui a une forme exponentielle. C'est pour ça on dit que l'approche est paramétrique, parce que il y a quand même, une contrainte sur la forme fonctionnelle de la portion qui contient les variables explicatives. Mais en ce qui concerne le H0, là, le risque de base, là, on n'a pas besoin de formuler une loi qui, sur cet élément-là. Une particularité du modèle de Cox, c'est puisqu'il a été historiquement utilisé pour analyser la survie des humains, l'âge et le sexe doivent obligatoirement être une variable explicative parce qu'on sait que la survie, le décès dépend de l'âge. Et aussi, on sait, même en assurance vie et tout, que les femmes ont une espérance de vie plus élevée que les hommes. Donc, on ne peut pas se départir de l'âge ou du sexe pour appliquer ce modèle-là, surtout dans le domaine de la médecine. Donc, il conviendrait à la gestion des risques, surtout pour les portefeuilles particuliers où l'âge et le sexe, je parlais de facteurs spécifiques à l'individu tout à l'heure, peuvent être des facteurs de risque. Oui, il y a des portefeuilles pour lesquels on pourrait se dire que les hommes ont un comportement plus risqué que les femmes et vice-versa. Il y a aussi des portefeuilles pour lesquels on pourrait se dire que les jeunes personnes, la jeune génération a des comportements plus risqués que des personnes qui sont plus anciennes. Donc, dans ces cas-là, dans le cas où ce serait pertinent de penser que l'âge et le sexe peuvent influencer la probabilité de défaut, oui, le modèle de Cox pourrait bien s'appliquer.
Mais dans d'autres cas, comme par exemple dans le cas où je modélise le risque de défaut d'une entreprise, on voit que le sexe, la notion de sexe n'est pas pertinente. L'âge peut être pertinent parce qu'on peut regarder le nombre d'années en affaires de l'entreprise. C'est un peu comme un proxy de l'âge. Mais le sexe ne serait pas pertinent. Et donc, dans ce cas-là, l'utilisation du modèle de Cox serait limitée. On a enfin l'approche paramétrique. Lorsqu'on parle d'approche paramétrique, ça veut dire qu'on postule une loi a priori pour la fonction de survie. C'est-à-dire qu'on peut se dire que la fonction de survie suit une loi exponentielle, suit une loi à l'ordre normal, c'est-à-dire qu'on postule vraiment une loi a priori. En pratique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester différentes sortes de lois et on va prendre celui qui est mieux, comment dire, celui qui s'adapte mieux aux données disponibles. Bon, c'est ça. Donc, lorsqu'on a une loi théorique, ça veut dire que sa fonction de densité est connue, sa fonction de survie peut être déduite, sa fonction de risque peut être déduite. Mais c'est sûr qu'en pratique, c'est très peu adapté pour l'humain, mais c'est une approche vraiment très préconisée en gestion des risques. Le modèle paramétrique le plus simple, par exemple, c'est la loi exponentielle. Donc, lorsque le temps de survie suit une loi exponentielle, par exemple, on peut voir dans le tableau de droite là que ça signifie que la fonction de risque, c'est-à-dire que le risque de décès, le risque instantané de défaut est constant, quel que soit le temps. Voilà une des raisons pour lesquelles ça ne peut pas s'appliquer à l'humain pour étudier la survie, le risque de décès de l'humain, parce qu'on sait que le risque de décès varie selon l'âge. À la naissance, il est élevé, il est faible. Après, au fur et à mesure qu'on vieillit, il devient de plus en plus élevé. Mais dans d'autres domaines, par exemple, si on veut modéliser le risque qu'une une ampoule devienne défectueuse ou pas, c'est pertinent de penser que c'est constant au cours du temps. Lorsque tu achètes une nouvelle ampoule, le risque de devenir défectueux au fil du temps est constant. Il n'y a pas de facteur qui te permettrait de dire que ce risque-là dépend du temps. La même chose pour le risque de désagrégation d'un atome. C'est pertinent de penser que ça peut être constant avec le temps. Mais dans le cadre de la médecine, en l'occurrence, lorsqu'on regarde la survie des individus, c'est sûr que ça ne s'appliquera pas. Donc, ça, c'est juste pour illustrer la loi exponentielle. Je veux surtout regarder la fonction de survie et la fonction de risque. Donc, tout à l'heure, on voyait que la fonction de risque est constante. C'est ça la principale caractéristique du modèle exponentiel. Mais maintenant, quand on regarde la fonction de survie, on voit que plus le temps augmente, plus on va vers zéro, mais on n'atteindra jamais zéro. En fait, on atteint asymptotiquement zéro. Voilà une autre illustration que ça ne peut pas s'appliquer à la vie humaine. Parce qu'on sait bien que dans la vie humaine, là, au-delà d'un certain âge, la probabilité de survie est quasi nulle. Au-delà de, je sais pas, au-delà de, mettons, 140 ans. Au-delà de 140 ans, c'est sûr que la probabilité de survie est nulle. Or, dans le cas de la loi exponentielle, vous voyez qu'on n'atteindra jamais le zéro. On va tendre asymptotiquement vers zéro, mais jamais vers zéro. Donc, ça, c'était pour la loi exponentielle. Et puis, il y a diverses autres lois paramétriques qu'on peut utiliser en gestion des risques. On a Weibull, on a Gamma, on a l'ordre normal, on a l'ordre logistique. Ce sont tous des variables, des lois qui s'appliquent à des variables qui ne peuvent être que positives. Et donc, d'où l'adéquation avec l'analyse de survie. Comme je disais, en pratique, on va essayer chacune de ces lois-là sur les données et voir par des tests celui qui s'adapte le plus aux données et puis le retenir. Une fois qu'on aura estimé la relation causale entre le temps de survie avant le défaut et puis les facteurs de risque, on sera capable de trouver la probabilité de défaut sur divers horizons. Par exemple, 1 an,
à partir de la fonction qu'on appelait tout à l'heure fonction de décès, de la fonction de survie, pardon, à partir de la fonction de survie. Donc, par exemple, dans nos graphiques ici, l'unité temporelle, c'est la semaine. Donc, la probabilité de faire défaut au bout de 1 an, ce sera la probabilité que le temps de survie dépasse la probabilité que le temps de survie ne dépasse pas, je me suis trompée, ne dépasse pas 52 semaines, puisque l'année a 52 semaines. Ce sera donc la probabilité que T soit inférieur ou égal à 52 semaines. Donc, pour conclure, donc, je vais juste réitérer le fait que l'analyse de survie était originellement destinée à la recherche clinique et médicale et aujourd'hui s'applique à divers domaines comme l'économie, la finance, les sciences sociales et les sciences humaines. En gestion des risques, il est devenu très intéressant depuis l'introduction des normes IFRS 9 pour estimer les probabilités de défaut sous toute la durée de vie des prêts. Donc, parmi les logiciels statistiques qui traitent les données de survie, SAS est reconnu comme étant parmi les meilleurs. Donc, un autre sujet très intéressant dans ce cadre-ci que je serais heureuse d'aborder avec vous si j'en ai l'occasion, ce serait étudier la pratique de l'analyse de survie sous SAS, les différentes procédures, les différents procs qu'on utilise, leur utilité, les avantages des uns par rapport aux autres. Donc, c'était à peu près tout ce que j'avais à partager avec vous. J'ai laissé quelques éléments de référence pour ceux qui auront besoin d'en savoir plus. Merci, Merci. ouais, merci beaucoup, Josiane, pour cette présentation très, très claire et puis très, très, très instructive. Très instructive. En tout cas, merci beaucoup vraiment. En tout cas, et puis, en tout cas, de nous avoir fait parcourir, en tout cas, hein, les différents avantages de la modélisation en termes de survie et puis les applications vraiment à la finance de plus en plus. Et puis, en tout cas, avec les normes réglementaires aussi qui font que ça devient une approche, en tout cas, beaucoup plus très intéressante pour pouvoir aborder cela. Et puis, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, hein, de ton offre là, en tout cas, de pouvoir éventuellement intervenir à utiliser ça, et puis pour la protéger. En tout cas, je te reviendrai là-dessus, là, c'est ça, on en reparlera, on en reparlera. Ce que je propose, et puis bon, j'imagine que, comme tu parlais de quelques références, donc il y a des personnes qui demandent s'ils auront les présentations. Donc, comme je le dis, je vais échanger après avec les présentateurs, mais je ne pense pas qu'il y aura un problème particulièrement. Donc, comme vous êtes inscrit pour avoir, en tout cas, pour suivre, si vous êtes connecté, c'est parce que, en fait, vous êtes inscrit quelque part. Donc, en fait, après, avec la vidéo, une fois que je valide avec les présentateurs, mais vous allez avoir les liens pour pouvoir réécouter, ou bien, en tout cas, pour pouvoir voir aussi, avoir les présentations aussi, à partir de, en tout cas, avec le message qu'on va vous envoyer. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème en particulier. Maintenant, je pense que je suggère, il y a quelques questions dans le Q&A. Voilà, donc je pense qu'en dessous de ton écran, tu dois pouvoir voir un Oui. Q&A où il y a peut-être quatre qui est, enfin, il y a un bouton et puis il y a un rouge. Je ne sais pas si c'est 5 ou bien, je ne sais pas si tu ne le vois pas, mais je peux toujours le lire pour toi. Je propose qu'on les prenne. Et puis, bon, dépendamment de ces réponses, si elles ne sont pas trop longues, on pourra prendre quelques questions, en fait, là, des gens qui sont en ligne, qui veulent parler. Et puis, on pourra passer après à Nicolas. Ouais. Donc, je ne sais pas, est-ce que tu le vois, le Oui, Q&A? oui. Sinon, je peux le lire. Voilà, donc tu peux commencer par, bon, je pense qu'il y a une question qui est liée au PowerPoint. Bon, ça, je viens d'en parler. On Mhm. peut passer à la suivante et voir s'il y a, tu as des éléments de réponse là pour ça. OK. La première question, c'est est-ce que si un client ne respecte pas les hypothèses d'analyse au cours de l'analyse, au cours de l'analyse ou de la durée d'analyse, on va toujours parler de censure ou bien il ne fait plus juste partie de l'échantillon d'observation? Oui, Eric, en fait, s'il ne respecte pas les critères, parce que tu vois, lorsqu'on fait une étude, on a des critères d'éligibilité. Donc, si un client ne respecte pas les critères, ça veut dire qu'il n'est pas éligible et ça veut dire qu'il ne sera même pas parmi les clients, enfin pas les clients, les individus qui seront au départ considérés pour l'étude. On va purement et simplement l'enlever. C'est pour ça que lorsqu'on fait la modélisation en amont, là, il y a l'extraction des données, il y a aussi le traitement. Le traitement de données consiste non seulement à faire des traitements sur les variables, celles qui sont manquantes et tout ça, mais on fait aussi des traitements sur les individus. On enlève ceux qui ne sont pas éligibles. Et non, on ne parle pas de censure. La censure, c'est vraiment
lorsque un individu qui fait partie de l'étude, on n'est pas capable de totalement observer la variable d'intérêt qui est ici la durée de survie. La deuxième question, non, pourrions-nous avoir le lien? Je pense que Soufa a répondu. Une autre question, c'est client égale élément ou individu de l'échantillon. Oui, lorsque je parle de client, c'est vraiment le client, c'est dans le cadre du portefeuille bancaire. En médecine, par exemple, on parlera de patient. C'est vraiment un individu de l'échantillon. Peut-on utiliser les mêmes modèles pour les institutions non financières? Oui, on peut, de la même façon que, comme je disais, ça s'applique à vraiment tous les domaines. L'application à la finance, c'est vraiment un cas spécifique, mais j'ai cité plein de domaines où ça pourrait s'appliquer le temps de survie, pourvu de souhaiter modéliser une variable qui matérialise le temps de survie avant la survenue d'un événement. J'ai parlé même le temps de la durée d'un mariage, j'ai parlé de la récidive à la toxicomanie, donc on peut vraiment l'appliquer à plusieurs domaines. Une autre question, vous mentionnez que ces modèles n'étaient pas utiles avant IFRS 9. Par contre, c'est très utile pour plusieurs analyses. Par exemple, mortalité et longévité. Oui, 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 oui. Je disais, dans le cadre strictement bancaire, vous savez que dans le monde professionnel, on joint la précision et la parcimonie. C'est-à-dire que si un modèle est complexe, si on a un modèle complexe et un modèle moins complexe qui conduisent à la même chose, on utilisera le modèle non complexe. Donc, avant IFRS 9, on n'avait pas vraiment intérêt à, à s'embourber dans les analyses de survie parce que c'est quand même plus complexe qu'une régression logistique normale. Donc, comme on n'avait pas cet intérêt-là, on n'y est pas allé. On n'avait juste pas l'intérêt de le faire. Ça, on aurait pu le faire, mais c'était complexe par rapport à une méthode traditionnelle comme l'analyse logistique. Mais c'est vrai que c'est très utile en assurance vie pour modéliser la longévité, l'espérance de vie. Vous savez qu'en assurance vie, on a des tables de mortalité, on doit modéliser l'espérance de vie et justement, c'est très utile. Est-ce que Est-ce que les modèles de survie s'apprêtent mieux à des types de portefeuilles particuliers? Oui, autant quand je vous parlais des facteurs de risque, là, je me suis mise dans un cas particulier, c'est-à-dire comme vous et moi, je me suis mise dans un cas entreprise. Ça s'applique vraiment à toutes sortes d'expositions. Les souverains, les banques, les compagnies énergétiques, le particulier, l'hypothèque, vraiment, vraiment, c'est tous les portefeuilles. Dans quel contexte peut-on appliquer l'analyse de survie en régime de retraite? Bon, en régime de retraite, le but en général, c'est d'estimer les engagements du régime. Et on peut utiliser l'analyse puisque c'est un régime de retraite, on peut utiliser l'analyse de survie pour modéliser l'âge de départ à la retraite. Par exemple, avec ça, on pourra facilement estimer c'est quoi les engagements du régime de retraite, un peu comme la somme actualisée des futurs paiements, des futurs cash flows actualisés à la date d'observation d'aujourd'hui. La, la censure est-elle liée au biais de survie? Moi, je dirais que oui. Et j'aime bien cette expression-là, biais de survie. Justement, il y a biais de survie parce que il y a des moments où on perd de vue le sujet sans avoir l'information complète sur sa survie ou pas. Comment l'analyse quantitative et qualitative des risques peut-elle être intégrée de manière efficace dans la planification stratégique d'une entreprise pour minimiser les impacts financiers opérationnels négatifs tout en maximisant les opportunités? Bonne question, bonne question. Le but, la première étape lorsqu'on mesure le risque, c'est on l'identifie. On l'identifie, après on s'assure de le quantifier.
C'est ce que je fais. Et après ça, on essaie de voir comment on va la gérer en fonction des coûts que ça induit. On peut choisir de l'accepter et d'assumer les coûts qui viennent avec. On peut choisir de simplement l'ignorer. Par exemple, en risque de crédit, je dirais, par exemple, si on constate qu'un portefeuille est trop risqué, la banque peut décider qu'elle ne fait pas affaire avec ce type de portefeuille-là. Par exemple, il y a des banques qui se sont dessaisies de leur portefeuille agricole, qui ont revendu leur portefeuille agricole parce qu'ils trouvaient que c'était trop risqué. On peut choisir de le mitiger. Le mitiger, ça veut dire qu'on se couvre contre ce risque-là. Par exemple, on décide au niveau de la tarification, des taux d'intérêt qu'on applique, je vais appliquer un taux d'intérêt plus punitif à un client qui est trop risqué par rapport à un client qui a un bon risque. Voilà comment ça contribue quelque part à la stratégie de la banque. Est-ce que vous travaillez sur des sujets de recherche dans ce domaine? Je te dirais que ben, j'aurais beaucoup aimé, mais je suis dans le cadre de l'entreprise. On n'a pas, lorsqu'on commence un projet, on a une date de début et on a une date de livraison. Donc, on n'a pas, en général, comment dire, beaucoup de luxe à faire plein de recherches. Mais je te dirais que c'est quelque chose qui m'intéresse quand même. C'est quelque chose qui m'intéresse. Mais là, étant dans le cadre de l'entreprise, je suis un peu contrainte. La recherche, je pense que ça aborde mieux peut-être dans le milieu universitaire. Quels sont Bon, les types? Oui, oui, Josiane, on va répondre peut-être à deux des questions suivantes là, et puis on va pouvoir aller de là. Parce que je vois que les questions s'alignent après là, ça veut dire que le sujet est très intéressant. Mais, mais en tout cas, tu peux aller pour deux des questions là, et puis après on va passer à Nicolas. On pourra revenir là-dessus après. En tout cas, c'est ça. d'accord. Mais OK. vas-y. Mais je vais répondre à la question de TTC ou PIT. C'est Ben, ça. en général, ben, ça, c'est point in time or through the cycle, c'est vraiment les philosophies de notation. Je dirais qu'en général, on est entre deux. Parce que PIT, ça veut dire, n'oublions pas, que, comme je disais, lorsqu'on estime les paramètres de risque, c'est utilisé à d'autres fins, comme pour le capital, pour les provisions. Donc, c'est sûr qu'en général, on veut éviter qu'il y ait une grosse variabilité d'une période à l'autre. Et à ce moment-là, les modèles TTC sont intéressants. Mais ça, c'est pour le capital, par exemple. Mais dans le cas, par exemple, de la provision, c'est sûr qu'on voudrait avoir la juste mesure du risque. C'est-à-dire que le niveau de risque soit vraiment assorti aux conditions en ce moment, point in time. Dans ces cas-là, on est point in time. Donc, finalement, on est entre deux. On s'arrange d'être à mi-chemin entre point in time et TTC parce que point in time pur ou TTC pur, ça a des avantages, certes, mais des inconvénients aussi. On essaie d'être entre deux pour avoir le meilleur de chacun des deux. Je prends la dernière question. OK. Mhm. Est-ce que l'approche que vous présentez est une approche de type forme réduite ou forme structurelle? Ben, je te dirais ni l'un ni l'autre. C'est vraiment le modèle de Corse, c'est vraiment une façon de modéliser le risque de décès en fonction des variables explicatives. OK, ben, En tout cas, merci beaucoup, Josiane, parce qu'au début, quand je voulais répondre aux questions sur le chat directement avant de donner la parole, il y avait, je pense, quatre là, mais je vois qu'au fur et à mesure, en tout cas, ça montre vraiment l'intérêt pour le sujet, et puis, en tout cas, que le sujet est très, très intéressant. Mais on va y revenir là-dessus. Donc, en tout cas, ceux qui ont mis des questions sur le chat, et puis ceux qui veulent parler aussi, en fait, là, ne vous en allez pas, et vous allez avoir l'occasion de parler bientôt, là. Mais on va passer, en fait, là, donc, je vous propose, en fait, de passer maintenant à notre deuxième conférencier qui va faire sa présentation aussi. Et puis, bon, quand Nicolas va finir, on aura suffisamment de temps pour discuter des différents éléments, en tout cas, de vos différentes préoccupations. Donc, en plus tarder, donc on va passer en tout cas, merci bien, Josiane. Merci bien, Josiane. Et puis, à tout à l'heure. Donc, on va passer à Nicolas Dely. Nicolas, en fait, là, bon, Nicolas, lui, c'est un ancien de l'Université Laval même.
pour avoir fait non seulement son baccalauréat ici en mathématiques, mais aussi pour être passé aussi à la maîtrise en ingénierie financière ici. Je l'ai connu quand il était étudiant ici, en fait, parce qu'il avait suivi le cours, je pense, le cours de gestion des risques, en fait, là, avec moi. Maintenant, bon, vous pouvez comprendre que l'élève est devenu plus fort que le maître maintenant. En tout cas, en fonction vous allez vous en rendre compte. Mais c'est ce qu'on veut, hein, d'ailleurs, que après nos étudiants, en tout cas, finissent par même mieux briller que, en tout cas, leurs enseignants. Et c'est vraiment c'est tout ce qui est souhaitable. Donc, euh, Nicolas va vraiment plus de 12 années d'expérience au sein des institutions financières de premier plan dans les postes de gestion. Il est membre, en fait, là, du Canadian Asset and Liability Management Association. Et il a été membre, enfin, pardon, de cette association qui est Calma de 2012 à 2016. Et présentement, il est leader de la pratique en ingénierie financière chez Deloitte. Voilà, donc Nicolas, en fait, là, vraiment, ce qu'il va faire présentement, en fait, là, c'est son expérience vraiment en lien avec la gestion du risque de taux d'intérêt dans le portefeuille bancaire. C'est ce qu'il va vraiment partager avec nous. Donc, c'est son travail, en fait, là, au quotidien au niveau de Deloitte, avec ses clients, en fait, là, ce qu'il fait. Et surtout, en fait, là, avec vraiment les attentes réglementaires aussi, justement, au niveau de la prise en compte, en fait, là, du risque de taux d'intérêt dans le portefeuille bancaire maintenant, qui est de plus en plus, en fait, exigé surtout exigé par des accords de Bâle, par exemple. Et donc, Nicolas va nous partager avec nous, en fait, là, son expérience dans ce domaine-là. Et bon, je pense que ça va être une bonne façon d'apprendre, en fait, là, si c'est le risque de taux d'intérêt dans le portefeuille bancaire. Donc, Nicolas, en fait, là, comme tu as dit, je te laisse présenter. Ouais. Mais merci beaucoup, Youssouf. Je ne sais pas si vous pouvez tous bien m'entendre. Donc, je ne suis pas si certain que l'élève a dépassé le maître. J'ai toujours autant de respect pour vous, Youssouf. Ben, tout d'abord, merci, Josiane, pour ta présentation. Très intéressant. Mais merci à l'Université Laval. Merci beaucoup aussi au Lab, Youssouf, de permettre, en fait, de générer ces échanges riches ensemble. Merci à tous également qui sont présents. Oh, OK, vas-y. ouais. Ouais. Donc, les joies du live, comme on dit. Donc, voilà. Aujourd'hui, ensemble, le risque de taux d'intérêt dans le portefeuille bancaire. Donc, je pense qu'on a choisi une présentation qui est un peu moins quantitative, mais plutôt qualitative ici. L'objectif est de jeter un peu les bases de qu'est-ce qu'est le risque de taux d'intérêt dans le portefeuille bancaire, mais également, comme Youssouf l'a mentionné, de vous partager le plus possible qu'est-ce que ça veut dire de l'intérieur au cœur d'une institution financière à gérer, mesurer, encadrer et le risque de taux d'intérêt. Donc ici, ensemble aujourd'hui, là, une présentation assez classique, scolaire, je dirais, démarrer avec une mise en contexte. Pour regarder les éléments importants de la gouvernance et les différentes mesures, modélisation, hypothèses, mais également quelles sont les attentes en fait réglementaires au niveau de la communication et interne et externe. Donc voilà. Une petite mise en contexte. Donc ici, au centre, les principales institutions financières, donc il y en a beaucoup plus. Donc on a présenté quelques-unes qui vous sont probablement très familières. Sur la droite, les régulateurs. Donc, bien entendu, il manque le BCFSC. On aurait également pu mettre Bâle, qui est derrière tout ça. Mais également, on aurait pu mettre la Fed et l'EBA, considérant les activités internationales de TD, de la Royale et de Manuvie notamment, qui sont également contraintes par la réglementation internationale, considérant leur désignation comme des Global SIFI. Mais ici, je pense que ce qu'on aime présenter, c'est plutôt une vue un peu synthétique du bilan d'une institution. Vous savez, vous êtes tous familiers avec le concept d'intermédiation financière qui est un peu vieux comme le monde.
où la banque se met au centre des prêteurs et des emprunteurs. Et je pense qu'avec Josiane, on a vu une bonne partie du risque des emprunteurs, en fait, là, qui est le défaut, qui permet, en fait, de générer cette marge d'intermédiation au final par ce désappariement de crédit un peu naturel. Donc, on a toujours un rendement plus faible quand on dépose et n'hésite pas à nous charger des primes lorsqu'on emprunte. Et donc, bien que cette intermédiation financière puisse sembler plutôt simple, de se mettre au centre des besoins des prêteurs et des emprunteurs, parce que les récents événements, de moins en moins récents, mais quand même, avec la Silicon Valley et plusieurs banques tiers 2, tiers 3 américaines, qui nous rappellent qu'on n'a pas tous retenu les mêmes enseignements de la crise des savings and loans aux États-Unis dans les années 80. Avec finalement des pratiques un peu douteuses sur l'appariement, sur le risque de taux d'intérêt résiduel, où finalement, il y a des actifs long terme à des taux très très bas qui ont été mis sur le bilan et la même situation de hausse rapide pour contrer l'inflation par les banques centrales. Ont simplement plongé dans le noir et plongent encore dans le noir plusieurs institutions. Donc, le risque de taux d'intérêt dans le portefeuille bancaire qui sera prochainement revu par Bâle, je pense, pour venir camper davantage les attentes, mais également s'assurer que les différents régulateurs nationaux et provinciaux reflètent autant que possible ces attentes pour éviter justement des situations qui se sont passées avec SVB. Donc, ici, c'est une gestion du risque de taux d'intérêt. Donc, vous avez remarqué que la présentation transpire, en fait, avec un fil conducteur qui permet de coucher sur papier quelles sont les attentes, en fait, et de moi vous parler de ce que ça veut dire en tant que tel au niveau d'une institution financière dans le day-to-day. Donc ici, trois volets très importants. Donc, une saine gestion. Qu'est-ce que c'est une saine gestion? La gouvernance. Quelles sont les attentes au niveau de la gouvernance? Et le capital à risque, ici, ou les fonds propres, l'équité, plusieurs synonymes. Pour la saine gestion, donc, ici, il y a des attentes que finalement, l'institution identifie, évalue, quantifie, contrôle, atténue, suive le risque, mais que finalement, que ça soit aussi une culture au sein de l'institution au niveau de la gestion des risques. Spécifiquement ici, dans notre cas, pour le risque de taux d'intérêt dans le portefeuille bancaire. Et donc, il est attendu également que l'institution mette en place un cadre de gestion de risque et une gouvernance de façon proportionnelle à son appétit pour le risque. Et donc, là, ici, on a un peu le périmètre qui est visé par la gouvernance, qui est quelles sont les limites, en fait, les limites d'exposition. Donc, quel est le risque que la banque est prête à prendre sur une déviation des taux d'intérêt? Quels sont les systèmes utilisés pour mesurer ce risque de taux d'intérêt? Donc, on n'est plus du tout dans des fichiers Excel. Quoique quand j'ai démarré ma carrière en 2008 dans une importante institution, il y avait encore beaucoup d'Excel utilisés. Maintenant, les systèmes sont des systèmes extrêmement puissants qui permettent de générer à peu près n'importe quel scénario avec, bien entendu, des temps de calcul qui sont parfois des journées, mais on n'est plus du tout sur la même base de puissance de système qu'à l'époque déjà. Des normes pour le calcul du risque, donc ici, normes dans le sens mesure, et un processus d'évaluation, bien entendu aussi. Donc, s'assurer que les processus internes permettent de au quotidien suivre les risques, contrôle, processus d'escalade pour venir fermer la boucle au niveau de la gouvernance. Donc, au niveau de la gouvernance, je pense que ce qui est également important de mentionner, c'est que depuis plusieurs années, les institutions s'appuient sur le concept de 3 lignes de défense.
Donc, la première ligne qui, finalement, les opérations. Donc, on pourrait imaginer que la première ligne, ce sont les gens avec qui vous avez les discussions, quand vous empruntez, quand vous déposez. La deuxième ligne, effectivement, c'est la gestion des risques, hein, pour qui l'ensemble des 3 piliers de Bâle s'adresse. L'audit interne, hein, on ne peut jamais l'oublier, qui s'assure en fait que les contrôles en place atténuent le risque inhérent de façon suffisante. Et tout ça, finalement, permet au conseil d'administration d'établir ses balises et peut dormir tranquille parce qu'il y a les mécanismes qui sont instaurés au sein des institutions qui permettent finalement d'assurer que tout se passe bien. Maintenant, sur la droite complètement, hein, qu'est-ce qui est d'intérêt ici? Ce qui est d'intérêt ici, c'est la solvabilité au final. La solvabilité, il y a 2 composantes clés qui sont les liquidités et les fonds propres. Et donc, si on pense à SVB, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont fait frapper des 2 côtés. D'abord, sur l'évaluation, la réévaluation du portefeuille d'actifs qui engendrait, et du portefeuille de prêts qui engendrait des pertes. Et ensuite, un run-off des dépôts qui les a coincés en termes de liquidité. Donc, il était frappé des deux côtés en termes de solvabilité. Donc, le risque de taux d'intérêt sur le portefeuille bancaire, c'est un peu ce qu'il cherche à répliquer. Il cherche à comprendre, permettre de comprendre quels sont les impacts finalement sur et l'équité et sur les liquidités. Et donc, bien que les activités bancaires puissent sembler plutôt simplistes, et donc on imagine, on a un prêt, on a un dépôt, donc on a un bilan. Généralement, c'est comptabilisé au coût parce que c'est détenu jusqu'à échéance. Et donc, il y a parfois cette fausse perception que il n'y a pas de risque, hein. Le bilan est statique, on le voit, on va recevoir nos compensations pour les prêts, puis on va refiler une partie pour ceux qui déposent et on garde une marge. Mais l'idée, en fait, c'est que les engagements sont de durée variable. Qui dit de durée variable dit que en fonction de l'évolution des marchés financiers, le profil du bilan évolue. Et donc, en fait, c'est cette évolution du bilan face aux différents contextes macro, micro, géopolitiques, les politiques monétaires, les anticipations, l'appétit pour le risque sur les marchés des différents investisseurs qui, en fait, perturbe le bilan quand on le regarde de façon dynamique. Et donc, c'est ce dynamisme, en fait, qui est à l'étude. Et donc, la vue statique, c'est important. Mais ce qui est d'autant plus important, c'est d'avoir un portrait dynamique, cohérent avec les anticipations de l'institution en termes de pénétration de marché, de déploiement de capitaux, etc. Donc, pour ce faire, il y a 2 principales mesures qui sont utilisées pour évaluer le risque de taux d'intérêt dans le portefeuille bancaire. Donc, bien que ces 2 mesures soient en fait des attentes réglementaires, de façon concrète, c'est également comme ça que ça fonctionne. Donc, bien entendu, qui dit les piliers de Bâle dit souvent que les attentes réglementaires sont dirigées vers la deuxième ligne, hein, la fonction risque. Cependant, lorsqu'il est question de risque de taux d'intérêt dans le portefeuille bancaire, c'est plutôt la trésorerie qui opère en fait ce risque. Ce sont eux qui se placent au niveau du cœur d'institution en termes de financement pour s'assurer de pouvoir en fait continuer leurs activités, atteindre les ratios de liquidité. Ce sont eux qui se placent également au centre de l'intermédiation pour déterminer le prix de transfert, c'est-à-dire quelle est la composante principale dans la tarification des actifs.
et des passifs. Au final, ce sont eux qui prennent les positions de marché pour fermer les risques afin d'atteindre soit l'appétit ou soit de réaliser la stratégie de gestion de risque. Et donc ici, c'est une stratégie de gestion de risque qui est effectuée au niveau de la première ligne et non pas la gestion des risques en tant que telle. Donc, deux mesures qui sont relativement opposées. Une sur la valeur économique. Donc, la valeur économique des fonds propres, c'est relativement simpliste comme concept. Donc, on imagine le bilan. On a l'ensemble des actifs et des passifs au niveau du portefeuille bancaire. Donc, on est sur les prêts-dépôts. Et donc, pour chacun des prêts, chacun des dépôts, dépendamment des différents types de produits, on va modéliser les flux de trésorerie de l'actif, les flux de trésorerie du passif, et on va les actualiser avec une courbe d'évaluation. Et donc, techniquement, ça peut devenir assez compliqué. On va le voir dans la prochaine diapo. L'obtention des flux de trésorerie, c'est simpliste pour des prêts à terme fixes sans optionnalité où on sait que, même dépôt, hein, tout prêt ou dépôt à terme fixe sans optionnalité et caractère très prévisible des flux de trésorerie, mais la réalité, c'est qu'il y a des composantes bilancielles qui sont beaucoup plus complexes. Et donc, l'idée, c'est de dire, on modélise l'ensemble des flux de trésorerie, on les actualise. Bon, au niveau de l'actualisation, il y a également aussi certaines contraintes, mais la réglementation permet un peu de souplesse sur la courbe d'actualisation à être utilisée. On peut penser à avoir une courbe d'actualisation qui serait unique pour l'ensemble des actifs passifs ou qui soit en fait propre à chacun des actifs passifs selon leur profil de risque. Mais ceci dit, l'idée, c'est de justement obtenir l'écart entre la valeur présente des flux de trésorerie de l'actif et du passif et d'en dériver la valeur implicite des fonds propres, l'actif moins le passif, en JVM sur les flux de trésorerie. Et l'idée, c'est qu'on amène le bilan à échéance. Donc, il n'y a pas de nouvelle business qui est amené et on regarde finalement le profil de la valeur actualisée des fonds propres. Du côté des bénéfices, on regarde plutôt l'impact sur la génération de capital. Et donc, souvent, on peut parler de marge d'intermédiation financière ou de revenu net d'intérêt, mais l'idée ici, c'est de regarder que c'est quoi le taux moyen des actifs, c'est quoi le taux moyen des passifs. Dans ce cas-ci, dans l'approche des bénéfices, il y a des hypothèses qui sont effectuées. Donc, le bilan est sur une trajectoire attendue pour la conduite des affaires. Donc, on s'attend ici dans la méthode bénéfice, qui est une approche on peut dire que c'est un peu plus comptable, parce que c'est quoi la composante de la profitabilité de l'institution financière qui provient du portefeuille bancaire, qui est en fait une marge entre l'actif et le passif. Donc, on s'attarde à comprendre l'impact des taux d'intérêt sur la génération de capital au final et comment cette génération de capital-là peut mettre en danger ou pas la solvabilité au niveau des fonds propres et de la liquidité. Et donc, si jamais on avait une sensibilité extrême à la marge nette qui devenait zéro parce que les taux ont bougé, comme c'est une composante importante au final de la génération de capital, l'institution n'en génère pas cette année. Et donc, ça freine en fait, ou ça freine en fait tout son développement de capital, projets futurs, etc. Et ça peut même en fait affecter de beaucoup la position de liquidité. Et donc, dans les deux cas, que ce soit la valeur économique, où on est plus sur une valeur actualisée des flux de trésorerie, ou dans l'approche des bénéfices, où on est sur peut-être une vue un peu plus comptable de marge moyenne sur l'ensemble du portefeuille,
L'idée, en fait, après, c'est de mettre des scénarios là-dedans. Donc, dans les deux cas, on est sur une base de scénarisation. Et il y a trois types de scénarios, en fait, qui sont utilisés. On a les scénarios qui sont d'abord réglementaires. Donc, bien entendu, BAL aime standardiser. Pourquoi? Parce que ça leur permet après ça de faire une comparaison au niveau des différentes institutions financières avec un référentiel commun. Donc, il y a bien entendu je pense qu'il y a 6 ou 8 scénarios réglementaires, mais essentiellement, c'est des mouvements parallèles, plus ou moins 100 points, 200 points, des steepeners, flatteners, des courbes, pour en fait avoir une certaine base commune de comparaison, encore une fois. Mais l'institution est tenue, en fait, de développer des scénarios à l'interne. Et donc, les scénarios à l'interne, ils peuvent être, en fait, de deux principales façons. Une première façon qui est de prendre des scénarios historiques, et une deuxième façon qui est reverse engineer, donc qui en fait cherche à identifier quel serait en fait le comportement des taux d'intérêt qui viendrait affecter l'institution de façon un peu plus intense. Et donc ici, l'objectif est dans la modélisation, que ce soit pour la valeur économique ou pour la valeur des bénéfices, de projeter l'activité, donc le bilan, les flux de trésorerie, les taux, les différentes optionnalités, comportements, avec des modèles à facteurs qui permettent de faire transparaître l'impact des taux d'intérêt. Et donc, cette scénarisation est souvent multifactorielle. Et donc, quand on pense au taux d'intérêt, il y a les obligations gouvernementales, il y a les obligations municipales, provinciales, il y a la courbe swap, en fait, qui est considérée comme une courbe à taux sans risque, étant donné, considérant le collatéral sur les dérivés, sur la valeur marchande des positions dérivées qui sont maintenues par des chambres de compensation, etc. Donc, il y a différentes courbes de taux, il y a différentes échéances, et sur l'ensemble des produits du bilan, il y a différentes bases qu'on appelle. Donc, il peut y avoir, par exemple, sur votre taux hypothécaire, le taux variable, qui est un taux prime de l'institution, qui est basé sur le taux directeur avec une marge. Il y a les taux fixes. Et ainsi de suite. Donc, au niveau de la modélisation du risque de taux, il n'y a pas qu'une variable pour le taux. Donc, il y a les différentes bases, il y a les différentes échéances. Et donc, ça nous permet de projeter soit les flux de trésorerie, leur valeur actualisée, ou la marge nette dans ce référentiel multifactoriel, base et échéance, et de stresser un peu tout ça et de voir comment ça réagit. Donc, les hypothèses, la modélisation. Donc ici, ce que j'aurais aimé discuter, c'est bien entendu, comme on est en train d'en discuter, les institutions se dotent en fait là, de modèles pour estimer comment réagit son bilan, mais de façon très pratique. Je pense qu'on est capable tous de visualiser un bilan relativement statique, avoir un prêt et un dépôt. On pourrait s'imaginer qu'il y a une institution qui a une hypothèque 5 ans avec un dépôt 5 ans qui finance l'hypothèque et qui garde la marge. Donc là, jusque-là, tout va bien parce que dans 5 ans, tout le monde a repayé, il n'y a pas vraiment de risque. L'idée, c'est que le bilan est dynamique. Donc, à tous les jours, il y a des nouveaux prêteurs, des nouveaux déposants. Et donc, lorsqu'il y a ce dynamisme qui s'installe, les problèmes commencent. Et en fait, l'idée, c'est qu'il est attendu que l'institution financière modélise au niveau consolidé, mais également au niveau des produits pour capter en fait les spécificités propres de chacun des produits, mais également au niveau transactionnel. Donc, essentiellement, c'est au niveau transactionnel que tout est modélisé, donc ligne par ligne sur le bilan. Et en fait, c'est fait par les systèmes trésorerie, comme on fait allusion un peu plus tôt.
Donc, les systèmes de trésorerie permettent en fait de capter transaction par transaction, donc GL par GL, là, pour ceux qui aiment la comptabilité. Et en fait, c'est ces mêmes systèmes de trésorerie qui calculent la position de risque. De plus en plus, sont des systèmes qui sont intégrés au niveau des fonctions finance, au niveau des fonctions risque. Pourquoi? Parce que quand on parle d'une projection dynamique du bilan, il faut se baser sur des hypothèses. Euh, quelles pourraient être les meilleures hypothèses? C'est bien entendu les hypothèses qui sont faites par finance pour le plan financier. Le plan financier qui est approuvé par le conseil, qui en fait estime une progression du bilan dans les différentes lignes d'affaires produits, qui estiment quels seront les taux avec lesquels le bilan va évoluer, qui sont eux-mêmes basés sur les marges visées, ainsi que le prix de transfert, qui, lui, le prix de transfert est déterminé par les différents risques, liquidité, taux d'intérêt, etc., l'accès au financement. Et donc, la boucle se ferme finalement via les systèmes de trésorerie qui permettent de centraliser en quelque sorte la vue sur le dynamisme du bilan, les taux, les volumes, avec un output qui est en fait la marge un peu réalisée. Et donc, quand il y a cette allocation de capital qui est faite dans la planification stratégique, on identifie en fait pour chacune des lignes d'affaires, chacun des produits, quel est le RAROC, le rendement ajusté sur le risque. Et donc, une composante importante du RAROC est bien entendu le risque de taux. Mais tout ça pour revenir que pour permettre finalement d'avoir cette vue dynamique sur le bilan, chacun des produits d'être modélisé. Et donc, chacun des produits, quand il est modélisé, il renvoie en fait les flux de trésorerie, il renvoie les spreads utilisés pour l'actualisation des flux de trésorerie. Et dans l'actualisation des flux de trésorerie, on est sur une base contractuelle. Maintenant, sur la base contractuelle, il y a souvent des comportements anticipés qui sont permis. Donc, on est tous capables de payer 15%, je pense, de notre solde hypothécaire si on est variable, par exemple, comme on est tous capables de sortir l'argent de nos comptes chèques de façon instantanée. Et donc, chacun des produits transparaît deux choses, une base contractuelle attendue, mais également l'optionnalité. C'est là que ça devient compliqué. Et donc, il y a une rétroaction en fonction des taux d'intérêt et l'optionnalité. Et on va donner des exemples plutôt concrets sur la prochaine diapo. Mais également, j'aurais aimé ici faire une petite allusion à la gouvernance des modèles. Donc, bien entendu, les gens de trésorerie ne font pas les modèles comme bon leur semble dans leur coin. Donc, c'est encadré. Et c'est encadré par ceux qui sont familiers. Je pense que c'est E23 Guideline de OSFI, qui l'AMF a repris, bien entendu, dans ses mots les mêmes attentes. Mais c'est la gouvernance du risque de modèle. Donc, la gouvernance du risque de modèle, on doit définir qu'est-ce qu'un modèle, on doit définir qu'est-ce que le risque de modèle, on doit définir le cycle de vie, conception, développement, approbation, mise en service, surveillance, mise hors service, etc. On doit définir les principaux joueurs, c'est-à-dire les propriétaires, les développeurs, les utilisateurs, les validateurs, les auditeurs, etc. Et donc, dans ce cadre de gouvernance de risque de modèle, il y a dans le périmètre de gouvernance de risque de modèle, bien entendu, on y retrouve l'ensemble des modèles qui supportent l'estimation du risque de taux d'intérêt. Autant les modèles pour représenter le bilan de façon statique, représenter le bilan de façon dynamique, la scénarisation, les différentes mesures de risque, jusque finalement au modèle de couverture qui permet en fait que selon les différentes simulations qui sont obtenues et de l'impact sur les ratios réglementaires bien souvent, mais surtout sur les deux mesures que nous avons vues sur le EVI puis le RNI, qui permettent finalement de
d'identifier quelles sont les meilleures stratégies de couverture. Et donc, quand je pourrais dire, tous ces processus de choix méthodologiques et d'hypothèses clés sont bien entendu encadrés de A à Z avec des équipes de validation indépendantes qui sont soit siègent au sein du payroll, si je peux dire, donc sont employés par la banque ou sont employés à l'externe. Bon, ici, on voit rapidement qu'il est donc tenu par l'organisation d'avoir des équipes qui valident de façon indépendante l'ensemble des modèles. Et donc, c'est souvent un challenge parce qu'on doit en faire répliquer toutes les connaissances et compétences au sein de plus petites équipes pour tout ce qui se passe de façon très, très compliquée. Donc, voilà pour l'aspect gouvernance des risques de modèles. Maintenant, pour être un peu plus concret, en fait, j'aurais aimé ici présenter quelles sont les hypothèses ou les facteurs plutôt influents selon les différents produits. Donc, la réglementation va jusqu'à définir ses attentes en matière de facteurs explicatifs dans les différents modèles. Donc, par exemple, si c'est nose in, fingers out sur la fonction de validation interne, qui est une des fonctions clés, qui est une des activités clés de la gouvernance des risques de modèles, le SFI s'attend dans sa réglementation sur le risque de taux d'intérêt dans le portefeuille bancaire, que la validation s'assure que le développement des modèles pour les flux de trésorerie, notamment pour les différents produits, reflète au sein des hypothèses et les hypothèses clés dans la modélisation, les facteurs à l'écran. Donc, par exemple, pour un prêt à taux fixe avec risque de remboursement anticipé, on voit quelques exemples ici qui sont présentés par la réglementation. Bien entendu, sur la droite, on a des facteurs un peu plus, je dirais, reliés au marché des capitaux. Mais sinon, on voit en fait qu'il y a quand même une catégorisation des caractéristiques de la base de clients qui est utilisée pour modéliser le comportemental. Si on est sur un exemple concret, on a tous, en tout cas, j'espère, conscience que les taux ont monté rapidement récemment et d'un bas historique. Donc, moi, pour la petite histoire, j'ai commencé en 2008. Après 3 mois, c'était la crise financière, la Great Financial Crisis. Donc, c'est pas compliqué. Les taux d'intérêt s'en allaient vers zéro et tout le monde s'entendait pour dire que c'était un Japan World. Qu'une fois que les taux sont à zéro, c'est une trap parce que si aussitôt que tu montes les taux, tu tues le potentiel économique, puis tu es obligé de les rebaisser. Puis en fait, on convergeait vers zéro. Et là, tout d'un coup, l'inflation désordonnée se pointe et la Banque du Canada monte les taux jusqu'à maintenant. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, pour les prêteurs, pour les emprunteurs hypothécaires? Quelqu'un qui a un taux hypothécaire à 2%, 2,5%, un paiement de 2 000 $ par mois, il pouvait économiquement trouver quelques sous par-ci, par-là pour parfois faire des prépaiements. Maintenant, avec les taux de 5%, pour la base de prêt à taux variable, les paiements ont doublé. Donc, la probabilité qu'une personne ait encore un peu de sous pour prépayer est de moins en moins grande. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on regarde un profil de flux de trésorerie ou un profil de refinancement, alors pour les prêts hypothécaires, le passif s'allonge.
Donc, on s'attend à ce que les gens payent leur hypothèque moins rapidement. On s'attend même à ce que les gens fassent plus défaut, en fait. Et c'est pour ça que les banques canadiennes font un peu du surplace dans les dernières années et qui ont pris des provisions pour perte de façon un peu historique pendant le COVID et maintenant. Et donc, c'est un exemple de dynamique entre le comportement des taux et le comportement des clients. Maintenant, les dépôts sans échéance, les comptes chèques, OK? Et donc, quand les taux sont à 1%, le taux directeur, laisser dormir, on le fait tous, hein? On laisse dormir notre argent dans le compte chèque, on a toujours fait ça, c'est comme ça. Mais la banque, pour elle, c'est une source de financement sans dépense d'intérêt, OK? Et donc, pour eux, tout va bien, Madame la Marquise. Plus il y a de comptes chèques, mieux ils se portent. Cependant, les comptes chèques, bien entendu, c'est un compte overnight, donc qui peut être retiré à tout moment. Mais bien entendu, si on regarde historiquement le solde des comptes chèques, ça nous dit une toute différente histoire. Et donc, lorsqu'on est à étudier le désappariement de taux d'intérêt, la durée d'un compte chèque n'est pas d'une journée, bien entendu. Donc, ils allongent synthétiquement les comptes chèques à une durée un peu plus grande qu'un jour quand même. Et cette durée-là va être variable selon les différentes hypothèses des différentes institutions financières. Mais donc, on a en fait ici au passif un financement overnight à 0 qu'on allonge peut-être sur une durée moyenne de, disons, 3, 4, 5 ans, parce que les soldes, dans les 4-5 dernières années, ils n'ont pas bougé, ils ont même augmenté. Donc, c'est du financement sticky. Et là, les taux montent. Et les taux montent. Et les taux montent. Les gens, qu'est-ce qu'ils font avec leur plateforme ou leur mobile? Ils prennent l'argent des comptes chèques puis ils l'envoient dans des high interest saving accounts du bout du doigt. Et là, tout d'un coup, le profil de ton passif n'est non seulement plus étalé sur ton hypothèse, est maintenant rendu à un haut taux et à une échéance finie. Et donc, ce que ça veut dire, ça veut dire que la stratégie de hedging que tu avais mis en place, il faut la défaire. Et de un. Pourquoi? Parce que tu avais probablement pris un swap pour venir neutraliser le passif. Donc, tu as pris un swap receveur. Et là, il faut que tu défasses ton swap receveur. Les taux ont bougé, tu prends un mark-to-market. Mais également, en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, tu es rendu dans un high interest saving account. Donc, ta dépense d'intérêt sur le RNI est bousculée. Donc, ça l'augmente, ce qui vient, en fait, écraser ta marge d'intermédiation financière. Et ce qui se passe, en fait, c'est que pour maintenir les ratios de liquidité, maintenant que tu n'es plus dans un compte chèque, tu es dans un compte à haut rendement, tu dois aller chercher du financement wholesale de façon additionnelle pour neutraliser ton ratio de liquidité. Et bien là, les taux ont monté. Donc, tu tapes du financement wholesale à des coupons normalement hauts. Et donc, tu doubles en fait l'impact sur ta marge nette. Mais cette fois-ci, tu la cristallises pour un bon moment. Et donc, tout ça ici pour dire que quand il y a des mouvements brusques de taux d'intérêt, le comportement des différents consommateurs bouge aussi. Et ce comportement-là, bien qu'il peut être prédit dans les différents modèles, il y a des limites aussi à ce que les modèles peuvent faire parce que c'est des modèles qui sont basés sur des comportements plutôt long terme. Et donc, ce que nous, on voit ici sur le marché, c'est que les banques se posent la question, se disent, est-ce que je revois les hypothèses de mon modèle? Parce que maintenant, ils déconnent. Les taux ont monté, j'ai plus les mêmes taux de prélèvement à long terme. Les taux ont monté, j'ai plus la même distribution ou le même allongement de mes comptes chèques ou de mes dépôts ou de mes fonds non sensibles. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'adapte mes modèles? Est-ce que je veux que mes modèles puissent être conditionnels pour dire quand il y a des mouvements brusques, le comportement change? Mais aussi, est-ce que j'edge, est-ce que je prends des couvertures pour faire face à ce changement de modèle? Et donc, ce sont des questions en ce moment qui peuvent sembler relativement simples,
mais qui ont en fait des impacts assez douloureux pour les différentes institutions financières quand elles le vivent au quotidien. Bon, on termine sur la communication. La communication, c'est clé dans toutes les sphères de notre vie. C'est la même chose pour les institutions financières, avec ses investisseurs, avec les régulateurs, avec ses clients, avec ses membres. Donc, il y a des attentes qui sont aussi très, très claires en matière de communication interne et externe. Pour les communications internes, hein, on les passe rapidement, mais grosso modo, comme ils s'attendent à ce qu'il y ait une gouvernance, ils s'attendent à ce qu'il y ait une reddition de comptes. Puis les éléments, les attentes sur les communications internes sont vraiment reliés avec la reddition de comptes au niveau de la gouvernance. Donc, c'est quoi l'exposition globale? Comment bouge le risque de taux d'intérêt d'un mois à l'autre? C'est quoi les résultats des simulations de crise? C'est quoi les hypothèses utilisées? Et ainsi de suite. Et ça, c'est communiqué à différentes sphères. C'est communiqué au manager, à la trésorerie, c'est communiqué au trésorier, c'est communiqué à la gestion des risques, à la finance, c'est communiqué au board. Donc, l'idée, en fait, c'est d'instaurer une culture de gestion de risque. Une culture de gestion de risque, ça prend du temps. Donc, plus on communique, plus on socialise, mieux les concepts sont compris. Et ici, détrompons-nous, c'est des concepts qui sont très, très peu compris au niveau d'une institution financière. Donc, généralement, le gap conceptuel de ces sujets de discussion, il y a très, très peu de monde autour de la table à l'ALCO qui comprennent les différentes distinctions. Donc, les institutions financières doivent redoubler d'ardeur pour s'assurer que tout le monde comprend, que les gens puissent prendre les meilleures décisions. Et à l'externe, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait une divulgation qu'on peut observer dans le rapport annuel, mais aussi dans le pilier 3, où en fait, il y a une standardisation des métriques EVE et de marge nette d'intérêt, comme on l'a vu tout à l'heure, pour les scénarios réglementaires. Donc, c'est comme ça que les régulateurs peuvent comparer tout le monde ensemble. Mais également, ils demandent à ce que il y ait quelques lignes qui soient ajoutées. Vous pouvez aller voir sur le site des grandes banques canadiennes, dans leur rapport annuel, vous faites IRBB, Interest Rate in the Banking Book. Vous allez voir en fait les deux métriques que nous avons vues aujourd'hui. Ça va rendre ça plus concret. Vous pourrez aussi voir l'évolution des différentes banques, mais vous pourrez aussi apprécier en fait les principales hypothèses et les Management Statement Disclosure en lien avec le risque de taux d'intérêt. Donc, voilà, Issouf, à toi, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup, Nicolas, de nous avoir pris au travers de ce sujet très important qui a beaucoup d'actualité, en tout cas ces temps-ci, avec les changements vraiment du taux d'intérêt qu'on a connus au cours de ces dernières années. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, c'était très, très, très instructif. Je pense que maintenant, on a fini avec les différentes présentations des deux conférenciers. Maintenant, on peut passer maintenant à la période en fait, de la discussion et des échanges vraiment avec le public. Et Nicolas, avant que encore, ceux qui veulent en tout cas parler, vous pouvez lever les mains. Je pense qu'il y a dans le chat, il y a une question en fait là pour toi. Je vais la lire en fait. C'est des questions. Pouvez-vous rappeler, pouvez rappeler s'il vous plaît, c'est quoi là où les lignes directrices OSFI en la matière de gestion du risque modèle en fait. C'est la E23. C'est ça. C'est ça. Ouais. Ok. Voilà. Donc vous avez votre réponse à El Boustani. Voilà, donc je pense que maintenant c'est ouvert en fait là pour j'avais vu des mains qui étaient levées à un moment donné, donc si ces personnes-là peuvent lever les mains, est-ce que Josiane est avec nous aussi? Oui, je suis là, je suis là. Oh, ok, d'accord, bon, c'est ça. Donc j'avais une question en fait là en ligne là, et puis bon, en tout cas, ça peut être pour chacun d'entre vous là. Je vais essayer de répartir un peu en fait là dans les questions là-bas, donc avec quelques questions. On dit quel est le meilleur modèle pour déterminer la probabilité de défaut des entreprises notées par une agence de notation? Donc, entre ça.
quel est le meilleur modèle? Modèle, oui, pour déterminer la probabilité de défaut des entreprises notées par une agence de notation. Bon, donc j'imagine Ben, que c'est... bon, le fait qu'il soit noté par une agence de notation, je ne vois pas trop le lien avec le modèle. C'est juste qu'ils ont, on a une cote alternative sur laquelle on peut se benchmarker lorsqu'on fait notre modèle en interne. Mais toujours est-il qu'en matière de modélisation, on dit toujours que on a plusieurs méthodes. On a plusieurs méthodes de modélisation et chacun a ses avantages et ses inconvénients. Mais en général, si les facteurs de risque sont bien choisis, les modèles s'équivalent. Oui. Par exemple, lorsque je parlais pour modéliser une probabilité de défaut, je parlais de survie versus logistique. L'avantage de la survie, c'est que ça intègre la dimension temporelle. En logistique, on sera limité au niveau de l'horizon de défaut. Alors qu'en analyse de survie, on peut on peut estimer la probabilité de défaut sur X horizon. C'est là lorsque je parle d'avantages versus inconvénients. Mais en termes de performance, si on veut regarder purement la performance en modélisation, bien que plusieurs types de modèles puissent être utilisés, lorsque les facteurs de risque sont optimaux, bien choisis, les modèles s'équivalent. OK. Mhm. Merci bien pour cette réponse. J'ai une question pour toi, Nicolas. Par rapport à ce qui s'est passé avec Silicon Valley Bank, je pense que ça doit être relié aussi au risque lié au taux d'intérêt dans le portefeuille bancaire. Quelles sont les leçons qu'on en tire? Ben, je pense qu'il y a deux leçons qu'on en tire. Une première, c'est que la réglementation de Bâle sur le risque de taux d'intérêt bancaire aux États-Unis s'applique que pour une certaine taille de banque. Mhm. Et donc, les banques un peu plus petite taille, je pense que Silicon Valley, c'était quand même 200 milliards de bilan, donc ça aurait été une banque importante au Canada, Canada. mais aux États-Unis, Mhm. c'est une petite banque. Et donc, le radar, ou si on veut, la taille des institutions échappe au radar des régulateurs sous une certaine taille. Et ça, c'est une des c'est une des premières problématiques. Et donc, le scrutiny des régulateurs sur le risque de taux d'intérêt dans le portefeuille bancaire, ben, c'est pas compliqué. Ils ignorent les institutions sous une certaine taille. Et donc, ce qui est rigolo, en fait, Youssouf, c'est que si on avait appliqué le critère réglementaire euh, des simples scénarios de risque de taux pour Silicon Valley, ça aurait été un fail. Et donc, c'est en soi une bonne nouvelle parce que ben, les mesures auraient identifié en fait une prise de risque trop importante au regard des fonds propres, en proportion des fonds propres. Il y aurait probablement eu des actions à prendre. Des actions à prendre, qu'est-ce que ça aurait été? Ça aurait été des couvertures de risque de taux. Et ces couvertures de risque de taux, en fait, qui auraient été ben, finalement imposées, hein, ben, auraient probablement réglé le problème. Donc, il y a le premier point, à mon avis, c'est que ben, le choix de la taille des institutions qui passent sous le radar, est-ce que ça apporte un problème systémique? Hein? Et donc, finalement, si une institution qui, en soi, sa taille n'influence pas le risque systémique en termes de solvabilité, mais maintenant, si on les regarde ensemble, si on regarde, puis si on regarde les récents événements, il y en a une dizaine maintenant. Hein? Et donc, la question, c'est est-ce que finalement, pris dans leur ensemble, même s'ils sont plus petites, ça crée un risque systémique? Je pense qu'on va bientôt le savoir avec le marché, le renouvellement des prêts hypothécaires commerciaux. S'il y a un risque systémique, finalement, peut-être qu'après, le régulateur pourra se positionner différemment. Et le deuxième élément, en fait, c'est que fondamentalement, on parle d'une banque de 200 milliards de bilan. Il y a des décisions d'appétit pour le risque et des décisions de hedging qui ont été prises et qui me laissent, c'est mon opinion personnelle, présager que les gens, soit qu'ils ne comprennent pas ou sous-estiment le risque de taux d'intérêt parce que ça l'a plongé l'institution en faillite. Et donc, il y a ce paradoxe, en fait, où, puis je reviens à mon exemple plus tôt,
les gens voient un bilan, il est statique, il est au coût, ben, il n'y a pas de risque. Alors qu'en fait, il y a un risque. Et c'est arrivé dans les années 80, puis c'est en train d'arriver encore. Et donc, il y a une incompréhension fondamentale où il y a un niveau de compréhension ou de choix, en fait, des institutions en termes de prise de risque qui me laisse penser qu'on n'apprend pas du passé. En tout cas, merci bien. Mais je te dire que ce n'est pas seulement les gens de la pratique. Je me rappelle en fait d'un dernier article même qui est paru dans Journal of Finance, qui est un des top en finance, et où leur analyse était basée sur le fait que, mais c'est un papier qui a fait beaucoup de buzz avant que la crise actuelle n'arrive là, qui montrait finalement que les dépôts étaient très très stables là, au niveau des banques finalement, que donc l'asset liability management dont on parlait, où on parlait en fait là du court terme éventuellement au niveau du passif éventuellement par rapport au long terme, qu'en réalité les dépôts étaient très de long terme, que parce que du fait que c'était très stable. Mais on voit que ce qui est arrivé à Silicon Valley Bank, en fait, c'était pas vrai du tout là. Mais bon, en tout cas. Mais tu vois, en période d'accalmie, le problème, c'est qu'on a tendance à oublier qu'il peut y avoir des problèmes. Donc, c'est intéressant. Mais c'est exactement ça, Issouf, c'est bien vu, hein, c'est que les hypothèses des modèles sur l'échéance moyenne des dépôts commerciaux, en fait, qui étaient, concentrés toutes dans l'industrie des techs, ou à peu près hein, en Californie, Start-up, ouais. c'est l'effet boule de neige. Et tout d'un coup, en fait, tu es sur une position d'appariement qui est fausse parce que ton modèle déconne. Et donc, c'est pour ça que c'est extrêmement complexe, ce dynamisme entre les comportements, les marchés et le fait que, et Josiane peut en parler, hein, c'est que chacun des modèles, il réagit à l'information qu'il y a eu. Et donc, si on est dans des nouvelles circonstances, C'est ça, ça fonctionne plus non, ou ça fonctionne moins bien. effectivement. Je pense que tu as envie d'ajouter quelque chose là-dessus. Non, 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 tout à l'heure, non, tout à l'heure, Nicolas vient de l'évoquer. Enfin, moi, je me faisais la réflexion. C'est sûr qu'il y a eu le problème de risque de taux, mais est-ce que l'un des problèmes de Silicon Valley Bank, justement, c'était pas la trop forte concentration de son portefeuille dans dans les startups, là, les techs, là, les techs de la Silicon Valley? Enfin, c'est ça que je voulais ajouter avant qu'il ne l'évoque, quoi. Ouais, mais tout à fait. Puis en fait, c'est un des enseignements, je pense, ici, pour peut-être clore le sujet sur SVB ou en tout cas le bonifier, probablement qu'il va y avoir des restrictions au niveau du calcul du ratio de liquidité pour éviter, en fait, au point de Josiane, hein, quel genre de haircut on peut prendre quand il y a une surconcentration dans le secteur. Et donc là, on est plus sur on est rendu dans une dimension supplémentaire. On est rendu dans une dimension caractéristique des déposants. Et donc, ça devient compliqué quand même quand il est question d'encadrer de façon plus générale, quand on se donne le choix ou un jugement que certaines caractéristiques ou d'autres influencent les comportements, en fait. Même s'il y a le gros bon sens, faut être très prudent parce que les encadrements, faut que ça soit le plus possible général et dépendamment du régulateur, qu'il soit sur un mode prescriptif, un peu plus comme l'autorité des marchés, où c'est des grands principes. Il y a le BA hein, qui est très directif, qui sont c'est dans le code de loi. Et donc, il y a ce jeu aussi très compliqué les pouvoirs dévolus aux autorités réglementaires et les mécanismes avec lesquels ils peuvent les mettre en place. Donc, c'est très compliqué de venir introduire des spécifications aussi granulaires que une surconcentration d'un secteur pénalise le calcul du ratio LCR. Donc, c'est pas toujours aussi simple. Okay. Enfin, il y a une question qui est venue sur le chat actuellement. Je pense que c'est intéressant, ça s'adresse à vous deux, quelque part, et puis ça lie les deux sujets plus ou moins. Il dit, mais quelle est l'importance du risque de taux d'intérêt dans le bilan des banques relativement au risque de crédit? Ouais.
est-ce que le risque de taux est pris en compte dans la modélisation du risque de crédit? Par exemple, les défauts d'un prêt hypothécaire. Bon, la question est posée de cette façon, là, mais je l'ai lu de cette façon, mais quand même, si vous pouvez en parler un peu pour voir un peu, en tout cas, parce qu'il y a un lien entre les deux. Donc, taux d'intérêt, risque de crédit, en fait, il y a un lien entre les deux, mais si vous pouvez un peu élaborer un peu là-dessus, ça va être intéressant peut-être pour les auditeurs, hein. Euh, Bon, lorsqu'on parle, le risque de crédit, mm, justement, c'est le risque qu'un emprunteur ne respecte pas ses engagements financiers avec la banque, qu'il ne, qu'il ne puisse pas repayer son emprunt. mm, Et justement la relation que je ferais entre les taux d'intérêt et un portefeuille comme le portefeuille hypothécaire, c'est que justement, plus le taux d'intérêt sera élevé, plus le service de la dette sera élevé et bien entendu, il y aura un plus grand risque que les clients fassent défaut. Ça, c'est aussi vrai pour les portefeuilles hypothécaires puisque les taux directeurs influence directement ces taux-là. C'est aussi vrai pour les portefeuilles des entreprises parce que lorsque les taux d'intérêt augmentent, ça coûte plus cher pour une entreprise d'avoir du capital. Mais en tout cas, par le jeu des taux d'intérêt, le service de la dette aussi sera élevé et puis ça va jouer sur ses ratios financiers, même sur sa profitabilité et puis ça influence donc, il faut distinguer mm. le risque de perte dû au fait que les clients ne payent pas ne remboursent pas leur prêt et le risque de perte financière dû au fait dû à la volatilité des taux, qui est plus du ressort du risque de marché. Mm. Ok, merci, merci bien, Julien. Nicolas, tu vas ajouter la question là-dessus? Ouais, il nous reste. Écoute, c'est une excellente question, puis la réponse ne reflète pas, en fait, n'est pas à la hauteur du risque. Mais la réponse, c'est que si on regarde les charges APR pour le portefeuille bancaire des institutions financières canadiennes, c'est très, très bas. Donc, l'APR, c'est un peu la charge réglementaire pour l'activité. Et la raison est simple, c'est que comme, et c'est mon interprétation, comme les institutions sont publiques, sont cotées en bourse, euh, comme le profil des Canadiens est relativement similaire au niveau des portefeuilles, ben, les banques canadiennes, notamment via le CALMA, hein, qui est le comité sur lequel je siégeais, euh, prennent à peu près les mêmes hypothèses sur l'allongement ou sur le risque qu'ils prennent sur le taux d'intérêt. En fait, ils n'en veulent pas. Pourquoi? Parce que quand on prend un risque, c'est qu'on fait un call de marché. Si vous achetez une action d'NVIDIA, c'est que vous pensez qu'elle monter. Elle va monter. Vous avez une position longue sur les taux d'intérêt, vous pensez que les taux vont baisser. Et donc, comme personne est l'oracle, les banques canadiennes essaient le plus possible de minimiser l'impact sur les fonds propres dû au taux d'intérêt et se concentrer sur ce qu'ils savent faire, en fait, ce qui est l'intermédiation. Et Josiane en a très, très bien parlé sur s'assurer qu'il y a une charge de crédit appropriée qui est en fait la grosse composante finalement de leurs revenus, comme le taux d'intérêt est très, très bas. En tout cas, écoutez, je pense que, en tout cas, on peut voir même par les questions qu'il y a encore dans le chat. En tout cas, ça montre l'intérêt vraiment qu'il y a pour le sujet. Je pense qu'on a répondu à plusieurs des questions, mais c'est sûr que ce type de sujet-là, on ne peut pas, en tout cas, tout résoudre ou bien répondre à tout en 2 heures, en tout cas, d'échange seulement. C'est ça, mais je pense que, en tout cas, je vais revenir vers chacun de vous après pour voir un peu comment est-ce que chacun de ces sujets que vous avez couverts là, comment est-ce qu'on peut peut-être les transformer en une formation de la BIFUN qui va permettre d'aller un peu plus en détail dans certains des aspects de cela. Mais sur ça, en tout cas, je vais vraiment en tout cas, vous dire merci, ouais, parce qu'on arrive vers la fin. Vraiment, merci beaucoup vraiment d'avoir pris votre temps. En tout cas, je sais que vous devez travailler, il faut bien travailler enfin avec les employeurs, mais vous avez quand même pris le temps, 2 heures de temps pour venir vraiment échanger et puis même le temps aussi mis pour la préparation. C'est très, très, très apprécié vraiment. Je vais remercier aussi vraiment le public aussi, en fait, là, de cette projet aussi, d'être venu aussi pour écouter parce que bon, on a beau avoir une bonne préparation, il faut bien que des gens écoutent. En tout cas, merci beaucoup à tous et à toutes. Et puis, je dirais en tout cas au public de suivre un peu nos différentes activités. Comme je l'ai dit, il y a
celui sur le machine learning qui continue la semaine prochaine, la semaine d'après aussi. On a un autre qui vient sur le stress testing aussi, les formations. Donc, on va continuer à suivre en fait là, ce qu'on fait comme activité. C'est la même chose, toujours vous inscrire en fait là et puis vous recevez les liens pour vous connecter pour le suivre en fait là. C'est des formations gratuites, mais il faut bien s'inscrire pour les suivre là. En tout cas, Nicolas et puis Josiane, en tout cas, passez un bon week-end et puis en Merci. tout cas au public aussi, passez un bon week-end chacun, chacune. Et puis à très bientôt. Au revoir, à très bientôt. Au Merci plaisir, beaucoup. merci. Merci.